Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Aujourd'hui, je reçois Mélie qui nous raconte son parcours inspirant, celui d'une gymnaste devenue danseuse et qui devient ensuite passionnée de pole dance, une discipline exigeante et créative. On parle ensemble de ses débuts, de son rapport au corps et à la performance, de sa détermination et de son engagement à réussir une formation intensive de pole dance alors qu'elle ne connaissait pas encore la discipline. On évoque aussi son expérience en compétition, de sa première inscription surprise par une amie à ses victoires, jusqu'au championnat du monde à Bologne, sans oublier la blessure qui l'a forcé à réinventer sa façon de s'entraîner et d'enseigner, et à développer une écoute plus fine de son corps. Mélie nous partage son amour pour la pole, ses conseils pour celles et ceux qui débutent. Elle nous parle aussi des douleurs des premiers entraînements, de la nécessité de faire des pauses aussi pour nourrir sa créativité, des préjugés autour de la pole, du regard des autres et de la manière dont cette discipline l'a aidée à prendre confiance en elle et à inspirer les autres. Que vous soyez pratiquant ou curieux, je vous invite à plonger dans cet échange passionnant et sans filtre sur le mouvement, la technique, la créativité et l'acceptation de soi. Bonne écoute! Salut Mélie! Salut Elisa May! Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, et toi? Oui, très bien aussi. Merci d'être présente au podcast Corps en Mouvement. Je suis ravie de t'avoir parce que t'es la première danseuse pole et je dois dire que c'est une discipline que je ne connais pas très bien, donc ça va être l'occasion d'apprendre plein de choses et je pense que aussi les auditeurs vont apprendre plein de choses sur toi et sur la pole dance. J'aime bien remettre un peu dans le contexte les personnes, comment je les ai rencontrées. Pour le coup, moi j'avais fait une initiation dans ton école, alors c'était pas toi la professeure, et puis toi en retour, quelques années plus tard, donc, tu as participé à un de mes workshops de lady styling, bachata et de pilates. Et c'est comme ça du coup que j'ai fait ta connaissance. J'avais vu chez toi des belles lignes de jambes, des belles lignes de bras. Et la première remarque que je m'étais faite, c'est une danseuse classique. Elle vient de la danse classique, alors que pas du tout. Déjà, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on parle de danseuse quand on parle de la pole dance ou on parle d'athlète chez vous? Je dirais un petit peu les deux, parce que dans le mot pole dance, déjà, il y a le mot danse. Ouais. Donc forcément, il y a la danse. Après, effectivement, il y a plusieurs manières de pratiquer la pole dance. Il y en a qui vont aimer plus ce côté sportif et d'autres qui vont pouvoir s'exprimer plus sur ce côté artistique. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a des compétitions de pole dance et aujourd'hui dans les compétitions de pole dance, on va dire que les deux critères sont notés. Okay. Le côté sportif, le côté technique et le côté artistique. Ok. Et pour autant, sauf erreur, ce n'est pas forcément présenté au JO, la pole dance. Non, pour le moment, non. On en parle. Ouais. Je pense qu'il y a des fédérations qui se battent pour ça, notamment voilà la POSA, qui est une fédération internationale, voilà qui fait reconnaître la pole dance comme un véritable sport. Okay. Et on verra plus tard. C'est vrai que je suis pas trop ce monde de compétition. Ouais. J'en ai fait, mais aujourd'hui j'ai un petit peu délaissé. Voilà, délaissé. Donc je suis pas trop de presse qui se passe derrière, mais en tout cas des personnes se battent pour la faire reconnaître. Bah ça m'étonne pas. Mine de rien, c'est une discipline qui est extrêmement physique. Enfin, quand j'avais fait cette initiation, justement, et c'est la seule initiation que j'ai faite, après je n'ai jamais retouché à une barre, mais j'avais été impressionnée et admirative par la force que ça demandait et la facilité qu'on nous demande. Enfin, c'est comme un peu la danse classique, tu sais. Les pointes, c'est difficile. On nous dit, imaginez que c'est facile. En tout cas, montrer que c'est facile aux yeux des spectateurs. Ils ne doivent pas percevoir la difficulté. Mais je trouve, comparé à la pole, c'est un niveau... au-dessus en termes de difficulté et de force que ça demande.
On va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va parler de toi. Est-ce que tu veux te présenter, parler de ton parcours artistique, comment tu es entrée dans le mouvement de manière générale et comment la pole ensuite est arrivée dans ta vie? Oui, alors moi j'ai commencé par de la gymnastique, assez jeune, autour de 4-5 ans. J'en ai fait jusqu'à mon entrée au collège. Après j'ai arrêté parce que j'étais un peu complexée. C'est vrai que ça m'avait bien développé au niveau musculaire. Donc c'est vrai que voilà, je manquais un peu de poitrine, j'avais des abdominaux. Je ressemblais pas aux filles du collège. Donc je me suis arrêtée. En tout cas en gymnastique, et puis j'ai poursuivi avec la danse. Voilà, donc après j'ai fait tout ce qui était modern jazz, principalement. Après, pendant mes études sur Lyon, j'ai découvert les danses latines, notamment la salsa, un tout petit peu la bachata. Mais pas encore. Mais pas encore, voilà. Et après, donc j'ai fait aussi, j'étais sur Lyon pour des études pour être coach sportive. Et c'est après mon diplôme que je me suis dit, j'aimerais bien me spécialiser dans quelque chose. Voilà, donc c'est en fouillant un petit peu, c'est en regardant un petit peu des vidéos sur YouTube de danse, voilà. Et je suis tombée sur une vidéo de pole dance. C'était en quelle année ça? Ça devait être, j'ai commencé ma formation en 2016. Ça devait être en 2000... non, pardon, je dis des bêtises. 2012, je pense, 2012-2013. Ok. Voilà, dans ces eaux-là. Et à ce moment-là, la pole était déjà connue? Bien sûr, bien très sûr. Connue, ouais. Alors, très connue, je sais pas, mais en tout cas, il y avait déjà des compétitions. Ok. Voilà, parce qu'après, du coup, j'ai été faire un petit peu mes petites recherches quand même. C'était moins démocratisé qu'aujourd'hui, mais ça existait déjà, il y avait déjà des compétitions à l'époque. Voilà. Ok. Et si on revient donc avant, quand tu disais que tu avais commencé avec la gym jusqu'au collège, tu disais donc que tu avais beaucoup d'abdos, c'est parce que tu avais beaucoup d'heures de gym à cette époque-là? T'en faisais de manière intense? Écoute, je pense que je devais faire en tout cas 6 heures de gym par semaine. Ce qui est considéré comme beaucoup quand on est jeune, non? Je pense que c'est pas mal, ouais. Il y avait des envies de ta part ou de tes parents qui étaient dans le monde de la gym peut-être ou pas du tout? Alors ma maman... Pourquoi la gym justement? Ma maman a toujours été sportive. C'est vrai que quand j'étais jeune, comme elle le dirait, je me pendais souvent à tout ce qui était à portée de main. Et notamment à l'école, j'avais, on va dire, des petites aptitudes par rapport à certains. Et les maîtresses, les maîtres d'école avaient dit à ma maman, ce serait bien de m'inscrire à la gym. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai commencé très tôt. Voilà, et puis après j'ai poursuivi, c'est vrai que j'aimais bien. Il y avait nous il y avait différents agrès. J'ai d'abord commencé en France avec tout ce qui était barre asymétrique, la poutre, et après je suis partie en Suisse. Et là du coup on n'avait plus la barre asymétrique, on avait les recs, donc c'est qu'une seule barre. Voilà, la barre est beaucoup plus fine et elle est plutôt en acier. Et à la place de la poutre, nous avions les anneaux balançants. Et ensuite quand tu es arrivée au collège, du coup, c'est la danse qui a pris le dessus. Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi t'es allée vers la danse? Qu'est-ce qui te plaisait plus dans la gym? C'était vraiment l'aspect physique? Alors oui, pour moi, il y avait l'aspect physique qui me plaisait plus. J'avais plus en fait envie de développer mes muscles. Et on va dire ce qui m'a fait switcher, c'était un spectacle. Je me souviens plus pourquoi j'ai été voir ce spectacle, qui c'est que j'ai été voir, mais je me souviens d'une danseuse ce jour-là et je la trouvais belle et gracieuse et je me suis dit je veux faire ça. Et à partir de là, tu as dit à tes parents, je veux faire de la danse. Plutôt de la danse. Ouais, exactement. Donc je me suis jamais arrêtée en fait. Voilà, j'ai toujours continué le sport, plutôt sous forme artistique. Et c'est vrai qu'après, c'est plutôt la danse qui a pris le dessus et j'ai touché à plusieurs types de danse. Et puis ensuite, la pole est arrivée. Et la pole est arrivée. Vraiment prise chronologique voilà, exactement. De Mélie. Ok. Et la pole est arrivée. Comment elle est arrivée? Et la pole, juste après mes études, c'est en regardant une vidéo sur YouTube où j'ai découvert justement une femme qui faisait de la pole dance et je me suis dit oh tiens, un mélange de danse, un mélange de gym, tout ce qui me plaît, tout ce que je sais faire. Et j'ai commencé à me renseigner parce que justement c'était la promotion pour une école, son école de pole dance pour devenir professeur. Et il y avait quand même une postulation à faire. Il fallait envoyer une lettre de motivation avec notre parcours. Et puis elle sélectionnait justement sur dossier. Elle cherchait, tu penses, des danseurs qui avaient déjà pratiqué la pole? Oui. Pour être honnête, oui, parce que pendant la formation, on était, je crois, 2 à avoir jamais fait de pole dance. Et comme on avait un parcours assez sportif, donc notamment
comme coach sportive. Il me semble que l'autre personne était coach sportive aussi. Par rapport à mon parcours, je pense que la gym m'a aidée, la danse m'a aidée. Ok. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là quand t'es arrivée dans cette formation ? Qu'est-ce que je fous là ? Ah ouais ? Oui, vraiment. Vraiment, parce que, par exemple, rien que de faire ma première figure où il a fallu, en fait, utiliser la peau pour tenir, j'avais très mal. J'avais très, très mal et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ? Je ne m'attendais pas à ça. Bah, c'est vrai que quand on y pense, mais ça en dit beaucoup, je pense, sur ta personnalité et ton caractère. Parce que t'es pas juste allée faire un cours de pole, tu t'es inscrite carrément à une formation intensive de pole. Voilà. Tu peux dire que je suis impulsive, oui. Ma mère, comme elle dit, je suis bélier ascendant bélier. Je fonce et je réfléchis après. Ouais. Mais du coup, comment ça s'est passé concrètement ? T'as galéré ou il y a eu quand même rapidement, tu t'es dit, bon, c'est bon, je suis à ma place ? J'ai travaillé. Ouais, j'ai travaillé. Je pense qu'au départ, effectivement, je me suis posé la question de me dire, oh, mon Dieu, je pensais pas que c'était ça. Et au final, voilà, c'est quand même une formation qui coûtait quand même un peu cher. Okay, ouais. Je me suis engagée. Je pense que j'avais aussi de la chance d'être là parce que Mariana Baum, donc c'était ma professeure de pole dance, qui est aujourd'hui quand même une icône aussi dans le monde de la pole dance, m'a clairement fait comprendre que c'était une chance parce qu'elle sélectionnait les candidates. Donc oui, je lui ai fait honneur entre guillemets, et puis j'en suis très contente parce qu'aujourd'hui j'ai fait un super parcours dans la pole dance. Ouais. Et dans quel état d'esprit ensuite tu es sortie de cette formation ? Très motivée, ouais. Parce que en parallèle de cette formation, donc moi j'avais installé parce qu'en fait avec cette formation on avait une barre. Qui était fournie pour l'installer chez toi. Pour l'installer chez soi, pour s'entraîner en parallèle. Et du coup, moi, effectivement, je l'avais mise dans ma chambre, donc je m'entraînais. Et j'ai commencé aussi à donner des cours dans ma chambre pendant que je faisais ma formation. Ok. Voilà. Donc, du coup, ça m'a entraînée, ça m'a permis de prendre confiance en moi. De plus en plus, j'avais de la demande. Et du coup, ça a tout de suite rebondi sur l'ouverture du studio. Et justement, pendant cette formation, qu'est-ce qui s'est passé physiquement ? Est-ce que tu as pris conscience de l'existence de certains muscles que tu n'avais pas travaillé, par exemple, en formation de coaching, de fitness ? Quel ressenti, quelle sensation tu as eu dans ton corps tout au long de cette formation que tu as faite en parallèle, du coup, de ta formation de coach sportive ? Alors, c'est difficile de se souvenir. Je pense que le plus gros souvenir que j'ai, c'est... d'abord la douleur. Ouais. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal à la peau. Voilà. Donc, on va dire que oui, j'ai découvert ces sensations de travailler avec cet outil. Voilà. Après, en termes de courbature, je ne m'en souviens pas trop. Mais effectivement, aujourd'hui, je peux le dire parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de faire des pauses dans ma pratique. Et quand je reviens sur la barre, j'ai à nouveau des courbatures. Ouais. Et pareil, quand je discute avec des personnes qui sont sportives, qui viennent essayer la pole dance pour la première fois, elles redécouvrent des nouveaux muscles dans leur corps. Oui. Donc oui, c'est bien que ça travaille en tout cas des muscles complètement différents. Et est-ce qu'il y a quand même une dominance, genre typiquement peut-être les bras, les épaules qui vont prendre plus cher, ou est-ce que les jambes prennent tout autant cher ? Bien sûr, le haut du corps, je pense, est beaucoup plus sollicité que le bas du corps. Est-ce que dans les cours de pole, justement, il y a vraiment un échauffement abdos ou un échauffement vraiment musculaire global ou pas ? Ou vous passez directement à la pole ? Non, bien sûr. Alors, je vais parler de mon expérience. Ouais. Moi, c'est vrai que j'aime bien échauffer les articulations, faire en sorte que tous les muscles, les articulations soient bien chaudes. Et après, effectivement, on part sur un petit peu de renforcement musculaire qui permet aussi de forger le corps à la pole dance. Ouais. Donc, ce renfort, on peut très bien le faire au sol, effectivement. On peut très bien le faire sur la pole et on peut très bien lier les deux. Moi, je fais un petit peu des deux. C'est sûr que je fais toujours un petit peu de gainage parce que je trouve que c'est l'exercice principal de la pole. On fait aussi du gainage sur la pole parce que au sol, c'est aussi différent que sur la pole. Tu fais comment, du gainage sur la pole ? Alors, en te tractant. Ouais, ok. Voilà, en mettant par exemple la barre en mode spinning. Donc ça, je t'expliquerai aussi. Donc il y a deux modes. Le mode statique où la barre reste fixe et le mode spinning où la barre tourne sur elle-même. Donc il y a un petit mécanisme en bas à la base de la barre qui fait que... Ok. Exactement. Et toi, tu as une préférence ?
Non, j'aime bien les deux. Aujourd'hui, peut-être que je m'orienterais peut-être un petit peu plus vers le spin dans le sens où c'est un peu plus doux. Mais au tout début, quand j'ai commencé, c'est vrai que le statique était un peu plus acrobatique, plus gymnique. Oui. Et moi qui sortais de la gymnastique, j'ai été très attirée par ce mode-là. Ouais. Mais c'est rigolo comme quoi tu t'es éloignée de la gym parce que tu trouvais ça trop physique pour ton corps. T'es allée à la danse qui est plus douce quand même. Et puis finalement, t'es revenue à quelque chose qui est assez exigeant pour le corps. Oui. Et je me suis posé la même question que toi. Ah ouais? Parce que mon corps a de nouveau changé en fait quand j'ai commencé la pole dance. Après, c'est vrai que j'avais un peu plus de maturité, j'étais un peu plus âgée, et puis j'avais cette maturité de me dire, je suis comme je suis. Et la pole aide à s'accepter physiquement? Oui, complètement. Pour le coup, vous êtes totalement dénudée. Pratiquement, voilà, c'est vrai qu'on est comme à la piscine en fait. Ouais. Finalement, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui chipotent pour se mettre en petite tenue, mais on est même des fois plus couverte qu'à la piscine. C'est juste, je pense, c'est cette petite tenue plus une barre de pole dance dans la main qui dérange. Je pense plus que le fait d'être en petite tenue. Il y a cette image stigmatisée du monde du striptease. C'est vrai que moi, quand j'ai ouvert mon studio, donc c'était en 2016, j'avais encore pas mal de reproches de personnes ou des préjugés des gens qui pensaient que la pole dance, c'était plutôt de la danse qu'on voit dans les bars de striptease. Voilà. Aujourd'hui, moi, je la défends toujours comme une discipline sportive, mais en fait, je me rends compte que j'ai même plus besoin de la défendre parce que aux yeux des gens, c'est déjà une discipline sportive. Pourquoi ? Parce que y a des compétitions. Parce qu'aujourd'hui, on la voit passer dans... Voilà, il y a les réseaux sociaux. On la voit passer dans les émissions de télé. On la voit passer comme Incroyable Talent. Comme, ils ont pris pas mal de pole danseuses reconnues pour pouvoir faire aussi des émissions. Ouais. Est-ce que du coup, dans le milieu de la pole, dans les cours de pole que tu enseignes, quand toi tu prends des cours de pole, même pour ton plaisir, au début, si on revient en arrière, est-ce que c'est facile de s'accepter physiquement, d'arriver en petite tenue justement, devant sa barre au milieu de plein d'autres filles? Ça dépend pour qui. Ouais. Si je te parle de moi, j'ai pas eu ce souci-là parce que je suis arrivée dans une formation où de toute façon, tu n'avais pas le choix. Voilà. Et puis que je pense que tout le monde était là pour la même chose, apprendre à enseigner la pole dance. Oui, parce que finalement, on a peur certainement du regard de l'autre, mais on est toutes là pour la même chose, apprendre et se dépasser, et le dépassement de soi, on en reparlera, mais finalement, on se rend compte qu'on est tous là pour la même chose, apprendre. Exactement. Après, dans l'état d'esprit des filles, dans la tête des filles, des élèves, c'est autre chose. Effectivement, il y en a toujours qui ont un petit peu, je pense, cette peur au départ du regard des autres, de qu'est-ce qu'on va penser d'elles. Mais sans se mentir, je pense que toute femme a ses complexes, qu'elle soit mince, qu'elle soit un petit peu plus en chair. Tout le monde a ses complexes. Et c'est vrai, quand on arrive dans ce milieu-là, on a tout de suite peur d'être jugé. Mais au final, je pense que cette peur, elle reste pas longtemps. Elle reste pas longtemps parce que vous, en tant que prof, vous allez en parler très librement ou bien même pas, vous n'avez même pas besoin d'en parler que... Pas du tout. Non, Pas du tout, je crois que ça se fait très naturellement. Les filles arrivent, elles se mettent tout de suite en tenue pour la plupart, elles prennent leur tapis et puis voilà, la vie continue quoi. Donc c'est marrant, on n'a jamais trop eu cette gêne dans les cours. Je pense que... On n'est pas dans la tête des filles. Effectivement, une fille qui arrive pour la première fois, oui, elle a cette appréhension et je pense que dans sa tête, ça fuse et on s'en rend même pas compte. Mais au final, quand elle arrive après dans le groupe et qu'elle voit que personne n'est là pour juger et qu'au contraire, il y a beaucoup d'entraide et puis que finalement, elle voit des filles avec toute morphologie qui s'acceptent, qui ont aucun complexe de se mettre en tenue, je pense que ça les aide finalement, puis ça leur permet de se détendre aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bleu sur le corps. Est-ce que c'est facile d'accepter justement qu'il y ait ces bleus sur tout ton corps et les douleurs, et malgré la douleur, tu reviens à ton cours avec joie? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tes élèves à ce moment-là? Alors, déjà, par rapport au bleu, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes, effectivement, qui marquent plus vite que d'autres, donc ont plus facilement des bleus.
Après, je pense qu'on a des bleus quand on commence, que notre corps n'est pas forcément habitué à ce genre de friction. Voilà. Et je pense qu'aussi avec le temps, on est de plus en plus dans le contrôle. Donc plus on contrôle, moins on a de bleus aussi. Ok. Voilà. Après, concernant la douleur, je pense que, pareil, au départ, on fait attention à ça, parce que c'est nouveau. Et finalement, quand on voit qu'on est capable de faire des choses dont on se sentait peut-être incapable de faire, on se dit waouh, c'est moi qui ai réussi à faire ça. Et en fait, on fait abstraction de cette douleur, ce qui nous donne en fait finalement envie de continuer, quoi. Ouais. Pour continuer sur ce registre-là, physique, douleur, prévention des blessures aussi, j'imagine que pour ne pas se blesser, tu ne vas pas accepter que la fille passe au niveau 2 si justement elle n'a pas validé un nombre suffisant de figures ou en tout cas une base qui lui permette d'aller plus loin ensuite. Oui, effectivement, c'est plutôt une base. Ouais. Voilà, c'est certaines bases, faut qu'elles soient bien réalisées et bien répétées pour que aussi les muscles et les articulations se forgent. Et bien entendu, travailler des deux côtés. Voilà, on a une barre, on peut se placer à droite puis à gauche de la barre pour travailler les deux côtés. C'est un peu comme en musculation, hein. Si tu travailles qu'un seul côté, qu'un seul biceps, qu'un seul quadri, tu seras beaucoup plus développé d'un côté que de l'autre et tu risques par la suite de développer certaines pathologies et des déséquilibres. Exactement. On encourage en tout cas le plus possible à travailler à droite et à gauche, même si nous on est un petit peu les cordonniers les plus mal chaussés parce que des fois on s'entraîne tout seul, donc c'est des fois difficile quand on est tout seul de travailler le côté qui nous fait le plus peur. Voilà. Mais en tout cas, dans les cours, on encourage fortement à travailler les élèves des deux côtés. Pour la suite, par rapport à ces deux côtés, nous, c'est vrai que ce qu'on dit aux élèves, donc il y a une question de santé, d'équilibre, mais aussi pour la progression, pour l'évolution. Quand on arrive dans un niveau supérieur, comme en intermédiaire ou en avancé, on va réaliser des combos, donc c'est l'association de plusieurs figures entre elles, et à un moment donné, en fait, on va peut-être devoir mélanger notre droite et notre gauche. Bien sûr. Peut-être qu'on va rentrer dans une figure à droite, qui va nous faire passer dans une autre figure, on sera à gauche, etc., etc. Donc d'où l'importance aussi de bien travailler les deux côtés quand on veut faire des combos. Qu'on n'ait plus besoin de réfléchir, de se dire, alors attends, là si je le fais de ce côté, est-ce que je vais être de mon bon côté pour celui-ci ? Voilà. Alors, on va pas se mentir, on le fait toutes. Notamment en compétition, on va choisir le côté qu'on gère le mieux. Ça, c'est sûr. Mais plus on travaille des deux côtés, je pense que déjà, plus on se sent mieux dans son corps et plus on sera à l'aise de faire des choses. Et oui. Et pour parler de la compétition, justement, ce sont des combos que tu présentes en compétition ou est-ce qu'ils vont te demander des figures en particulier ? Comment ça se passe concrètement, le monde de la compétition en pole dance ? Alors, ça fait un petit moment que je me suis retirée des compétitions, mais à l'époque où j'en faisais, déjà il y a plusieurs compétitions aujourd'hui, il n'y en a pas qu'une. Plusieurs fédérations ? Il y a une fédération, donc il y a la Fédération française de danse. J'aimerais vraiment pas dire des bêtises parce que je suis pas du tout, j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça. Mais à ton époque en tout cas ? Ouais, à mon époque, il y avait la Fédération française de danse, voilà, qui était après associée avec la POSA. Donc la POSA, c'est la Fédération internationale, qui va permettre en fait après d'organiser les championnats du monde. Et à contrario, de l'autre côté, il me semble qu'il y a une association Pôle Sport. Voilà, qui est Pôle Sport Organization, je crois. Il faudrait que je regarde. Franchement, je ne veux pas dire des bêtises parce que s'il y a des filles de la pôle qui m'écoutent, mon Dieu, je vais être huée. Et de ce côté-là, donc moi, j'ai fait mes compétitions à travers la Fédération française de danse. Et on n'avait pas forcément des figures imposées. Par contre, effectivement, il y avait des critères de notation, notamment point de vue technique, artistique, l'espace que tu allais utiliser, l'histoire que tu allais raconter. Il y avait tout ça qui était quand même pris en compte. Il y avait quand même pas mal de critères à respecter. Et de l'autre côté, par contre, moi, j'ai coaché certaines filles qui avaient une liste de figures avec...
des points. Voilà, si elles faisaient telle et telle figure, ça leur rapportait tant de points, et ainsi de suite. Voilà, et ça, elles devaient piocher là-dedans, envoyer déjà, pré-envoyer en fait un formulaire où elles disaient qu'elles allaient faire ça, avant même de créer leur chorégraphie. Voilà, et ensuite elles travaillaient leur chorégraphie par rapport à ce qu'elles envoyaient. Ok, mais c'est toujours en tout cas une chorégraphie qui est présentée sur place. C'est toujours une chorégraphie qui est présentée sur place où il y a 2 barres, une barre en mode spinning, qui tourne, et une barre en mode statique. Et tu dois utiliser les deux ou tu choisis? Tu dois utiliser les deux. Voilà, tu dois trouver, je pense, un équilibre entre les deux, plus un équilibre entre le côté artistique, l'artistique que tu vas faire aussi au sol. Voilà. Quand tu faisais de la compétition, est-ce que tu avais un programme quand même alimentaire ou même physique, tu vois, de faire certains étirements ou de travailler en force avec certaines machines, tu vois, s'il y avait un complément en plus de la pole? Alors au niveau physique, j'allais pas forcément en salle, par contre j'allais courir. Je faisais pas mal de cardio. Et après, donc j'avais toujours la même routine d'échauffement que j'avais mise en place pour la choré. Par exemple, notamment quand je faisais certaines figures de souplesse, il fallait que j'intègre dans mon échauffement certains exercices qui me permettaient d'aller faire cette souplesse-là sur la barre. Et oui. Voilà. Après, pour pouvoir être de plus en plus à l'aise sur la barre, parce que c'est vrai que 4 minutes, c'est énorme. Tous mes combos, un par un, je les maîtrisais bien. Mais c'est vrai que tout enchaîner sur 4 minutes, à la fin, tu ressens de l'épuisement. Donc, ce que je faisais, c'est que la plupart du temps, pour m'entraîner, je faisais ma choré entièrement avec la musique. Et après, je remettais une deuxième fois ma musique. Et là, j'enchaînais plein d'exercices cardio. Je remontais sur la barre, je refaisais des combos. Je m'épuisais en fait. Je m'épuisais physiquement pour pouvoir justement à nouveau gagner de la force derrière. Alors attention, je m'épuisais, mais sans faire n'importe quoi, sans aller aussi rapidement que ma choré. Enfin, tu vois, j'essayais de faire les choses proprement quand même, pour pas me blesser. Mais seule tout ça, ou t'étais pas accompagnée? Toute seule. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Mais je pense qu'effectivement, ta formation de coach sportive t'a monstrueusement aidée. Parce que sans ce bagage-là, c'est peut-être plus délicat, non? Oui, peut-être. Après, c'est vrai que tu t'inspires aussi de ceux qui ont déjà fait de la compétition, tu parles avec eux. Pour être honnête, moi, j'ai jamais été en salle de fitness m'entraîner. Mon renfort, il était sur la barre. Par exemple, oui, effectivement, des fois, quand j'avais du mal à passer certaines choses en force, je chargeais un petit peu mon corps, je mettais des bandes lestées dans mes échauffements pour pouvoir les monter avec ces bandes lestées, avec un petit peu plus de poids, si tu veux, pour me sentir plus légère par la suite. Ah ouais, c'est une très bonne idée, ça, qui est cette facilité, du coup, ensuite, une fois que tu as enlevé les poids, c'est ça. Tout devient... Tu as l'impression que c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est ça, exactement. Donc moi, je pense qu'il faut travailler avec les figures que tu as. Tu vois, parce que je pense que d'aller en salle de muscu, tu as le risque aussi de développer de la masse musculaire et du coup d'être beaucoup plus lourd sur ta barre. Après, je pense que ça doit se faire. Un bon coach sportif, si tu lui expliques, s'il voit ta chorégraphie, si il analyse les muscles qui sont sollicités, peut te faire un super programme. Bien ça, sûr. c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu vois, après, moi, c'était pas... c'est déjà un sport, en fait. C'est déjà un sport, et puis je préférais travailler sur ma barre. J'avais pas forcément envie de retourner en salle de fitness. Oui, déjà, oui, c'est sûr. Et toi, ton expérience en compétition, quelles ont été les expériences de compétition qui t'ont marqué, que tu as aimé? Je pense que toutes mes compétitions m'ont marqué. Après, effectivement, de moi-même, je ne me serais jamais inscrite en compétition. C'est à l'époque une élève qui est devenue après aussi professeure dans mon studio, qui a donné des cours pour enfants et qui est devenue aussi une copine, qui m'a dit « Allez Mélie, viens, on s'inscrit à une compétition ». Et du coup, elle nous a inscrites toutes les deux. Donc, je me suis vraiment investie pour cette compétition. Et vraiment, je me suis vraiment investie. Je faisais du sport à côté, où je faisais mon petit cardio, je faisais attention à ce que je mangeais, attention à ce que je buvais. J'avais mis toutes les cartes de mon côté pour cette compète. Et sans forcément me dire, je veux monter sur le podium. Ce que je voulais, c'est être vraiment satisfaite de moi pour cette compète.
Et puis voilà, cette grande surprise, c'est que j'ai remporté le premier prix. Le premier prix. Donc voilà, ça j'en garde un super souvenir. Donc la première compétition, c'était une compétition internationale à Zurich. C'était un PSO. Pole Sport Organization, j'en sais rien, je ne vais pas dire de bêtises. PSO. Ok. Voilà. Et du coup, là, j'étais en catégorie semi-professionnelle, parce qu'il y avait plusieurs catégories, on va dire, là. Et voilà, j'ai remporté la première place, qui m'a permis par la suite de refaire une fois cette compétition, cette fois-ci en professionnel, où je suis arrivée 3e. Ok. Voilà. Par la suite, j'ai tenté ma chance pour les qualifications pour le championnat de France. Voilà, donc c'était des compétitions interrégionales. Donc moi, je faisais partie des compétitions interrégionales Pôle Sud. Donc je suis partie, il me semble, à Toulouse. Voilà. Et là, on était plus de 40. C'était assez long, je t'avoue. Je suis passée en plus dans les dernières parce que m'appelant Saxo S, forcément, ça fait partie des dernières lettres de l'alphabet. Donc j'ai dû passer aux alentours de minuit, je crois, je sais plus. Et pareil, donc là, je garde un très beau souvenir. Déjà parce que je pense que c'est la choré que j'ai créée, que j'ai le plus adorée, où je me le suis plus éclatée sur scène. Pour le coup, éclatée dans les deux sens, parce que je me suis cassé aussi le gros orteil. Oh my God. Et voilà, je l'ai senti pendant la compète et ça m'a complètement déstabilisée. Tu étais en talons ou pieds nus? Non, j'étais pieds nus. Non, j'étais pieds nus. J'ai senti quelque chose, mais je pense qu'avec l'adrénaline, j'ai continué. Et au final, c'est vrai que quand je regarde cette vidéo, ça se voit pas. Ok, c'est un passage qui dure combien de temps? Là, c'était une choré de 4 minutes. 4 minutes, et c'est arrivé quand? Tout début. Ah merde. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur la sortie d'un saut. Ok, donc t'as réceptionné, tu t'es mal réceptionné au sol? J'ai mal réceptionné, mais je pense que tu sais, à force de répéter ça dans mon studio, à force de répéter ma chorégraphie dans mon studio, j'ai créé une fragilité et je pense que c'était latent. Et voilà, c'est comme ça que... Il fallait que ça arrive le jour J. Voilà, je pense qu'au départ, c'était peut-être même une petite fracture de fatigue et au final, quand je suis sortie de scène, j'avais mal. Quand on est rentré à l'hôtel, je pouvais même pas prendre la voiture, puis le lendemain, je pouvais carrément pas marcher. Et j'ai tout de suite été faire les examens, mais ils n'ont rien trouvé. Ah oui? Donc le problème, T'as passé quoi, radio? Ouais, j'ai passé une radio, ils n'ont rien trouvé. Et en fait, je pense que c'était trop frais. Et oui. Voilà, et en fait, moi, j'ai continué à marcher dessus, j'ai continué à danser dessus. Et puis, pour le coup, je me suis réellement cassée. Ok, donc, et là, t'as repassé une radio et c'était bien cassé? Ouais, et là, c'était bien cassé. J'ai fait une échographie, exactement. Ah ouais, à l'échographie, on a pu le voir. Ouais, à l'échographie, c'est un médecin du sport qui l'a vu et pour le coup, c'était bien cassé. Donc, j'ai eu à peu près 5 mois de béquille. Ouais, c'était long. 5 mois de béquille, et après les 5 mois, t'as pu revenir à la barre? Oui. En fait, comme à cette compétition, c'était la sélection pour les championnats de France, donc j'ai été sélectionnée. Donc, il fallait quand même que je m'entraîne. Voilà. Après, malheureusement, j'ai pas pu refaire cette chorégraphie pour les championnats de France parce qu'il y avait trop de sauts. Et puis moi, il fallait trop impactant pour le pied, comme tu dis. Et du coup, j'ai dû recréer une chorégraphie sans jump, quoi. Et c'était du coup des critères de difficulté, non, le jump? Les sauts ou pas? Oui, c'est toujours impressionnant. C'est toujours plus impressionnant, Effectivement. Voilà. Donc sur cette choré, il me semble que j'en ai pas mis du tout. Ouais, il me semble que j'en ai pas mis du tout et voilà. Écoute, j'ai quand même pu participer au championnat de France, c'est cool parce que c'est vrai que ma blessure a duré et puis au début je m'entraînais sur tout ce qui était artistique. Après, là où j'ai de la chance, c'est que finalement j'avais un pied cassé mais pas forcément le poignet ou la main, donc ça m'a permis quand même de monter sur ma barre, voilà, et de faire mes combos. Et alors la place Et la place, j'ai été 3e. Voilà. Okay. Donc là, j'ai été sélectionnée pour les championnats du monde qui devaient se passer au Canada. Il y a eu le Covid. Voilà. Et puis, du coup, ils se sont pas faits du tout, pour le coup. Et du coup, j'ai retenté ma chance pour les sélections. Et de nouveau... Donc, après Covid? Après Covid, j'ai refait des championnats, donc les interrégionales, donc ça c'était... Ah, ils ont voulu tout refaire? On a tout... de toute façon, ils le refont chaque année. Oui, mais ils pouvaient pas juste décaler la date du championnat? Non, ils l'ont pas décalé, Ok.
Non, ils l'ont pas décalé. Et du coup, bah voilà, j'ai juste retenté ma chance l'année d'après. Ouais. Donc, repasser les sélections. Ouais. Voilà, à nouveau prise pour les championnats de France. 3e toujours au championnat de France. C'était un peu redondant. Et après, bah, j'ai pu participer à mes premiers championnats du monde où j'ai fini, il me semble, 12e. C'était où ça? C'était à Bologne, en Italie. Ouais. Okay. J'aimerais bien qu'on revienne juste un instant sur la blessure. Oui. Comment tu l'as gérée autant physiquement que mentalement? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu t'es dit non mais c'est foutu? Ou au contraire ton tempérament de fonceuse a voulu continuer malgré tout à se dire c'est pas grave, c'est juste une petite pause et je reviendrai plus forte ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Écoute, au départ, pas du tout. Je me suis dit, voilà, je crois que c'était le temps de lever le pied. Donc, je me suis un peu calmée. J'ai réussi quand même à trouver une remplaçante pour le studio, qui n'a pas pu après rester longtemps. Donc, moi, j'ai dû redonner des cours au studio. Et donc, j'avais mes béquilles. C'est vrai que ça commençait à des fois être un petit peu fatigant. Donc, je m'étais installée une chaise roulante aussi au studio. Donc, voilà, je passais. On va dire que voilà, c'était une expérience. Ouais. Donc, pour le coup, au tout départ, je ne l'ai pas forcément pris mal. Et en fait, après, je pense qu'avec la pression de la préparation pour les championnats de France, là, effectivement, ça a été un petit peu plus difficile à gérer. Parce que j'ai recréé des peurs. Forcément, mon pied, c'était un petit peu raidi. Bah oui. Donc, je sentais tout le temps des douleurs. Je ne savais même pas trop si c'était encore réparé ou pas. Donc, ouais, j'étais des fois un petit peu perdue. T'as été accompagnée pendant toute cette période? Bien sûr, j'ai fait de la kiné dans l'eau. Ouais. Donc ça aussi, c'était hyper intéressant. Ouais. Et ça m'a permis de bien récupérer. Et voilà. Donc on va dire que je pense que en général, je l'ai plutôt bien pris. Voilà. En plus, très bête, mais quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir des béquilles. Bah voilà, j'avais mes béquilles. Hein. Je comprendrai jamais pourquoi. On rêve d'avoir des béquilles. Et c'est fou, hein, c'est fou. Mais là, pour le coup, ouais, non, ça va, quoi. C'est bon. J'ai réalisé mon rêve. Voilà, une fois, c'est bon. Mais non, c'est une réelle expérience à part ça. Ça permet vraiment aussi de donner des cours d'une autre manière. Oui. Parce que j'ai développé, on va dire, le côté... explication verbale et non démonstration. Exactement. Ouais. Voilà. Où du coup, je devais de plus en plus réfléchir à comment amener la figure au lieu d'absolument la montrer. Et c'est intéressant, oui, comme tu dis, c'est un sacré exercice. Ouais. Et c'est profitable à fond pour les élèves, ça. Ouais. En soi. C'est hyper intéressant. Et puis en plus de ça, je prenais aussi les élèves comme exemple. Donc ça les mettait en valeur. Et finalement, c'est toutes des choses que j'ai gardées par la suite. Tu vois, je me suis dit, tiens, c'est pas mal d'enseigner aussi comme ça. Tu vois, ça permet aussi au corps de se reposer. Moi, je discute des fois avec mes profs, elles en peuvent plus. Et le fait d'avoir vécu cette expérience, je leur dis, écoute, challenge, essaye de plus parler aujourd'hui que de montrer, tu vois. Prends les élèves comme exemple. Elles seront toutes contentes, tu vois. Et ça permet vraiment, en fait, justement, parce que c'est notre métier, on est là toutes les semaines et forcément, on n'est pas en forme... Oui, vous n'êtes pas des machines. On n'est pas des machines, on n'est pas en forme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des moments où on a aussi, on est humain, on a aussi des baisses d'énergie. Ouais. Donc, dans ces moments-là, je pense que c'est intéressant d'avoir développé cette partie-là de l'enseignement pour pouvoir... Ah oui, je te rejoins totalement. Ouais. Mais est-ce que tu penses que justement cette blessure elle est arrivée parce que c'était un moment de ta vie où justement tu fonçais tête baissée et que tu ne réfléchissais pas, ou du moins tu n'avais pas une assez belle écoute de ton corps? Oui, je pense. Ouais. Quand on est jeune comme ça, quand on a plein d'énergie, on l'utilise sans forcément se préserver. Ouais. Donc moi j'avais la gestion de mon studio avec tout le stress qui engendre. J'avais la préparation de mes cours, parce que mine de rien, c'est ce qui me faisait vivre, et puis c'est ce qui faisait vivre le studio. Et à côté de ça, j'avais mon entraînement, et puis ma vie sociale aussi, quoi. Ouais. Donc c'est clair que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, on ne peut pas tout faire, quoi. Ouais. Alors si, on peut tout faire, mais à un moment donné, on paye un peu les conséquences. Oui. Ou il faut prioriser, effectivement. Mettre un accent, peut-être, ok, là c'est la période des compétitions, je serai peut-être moins présente pour ma vie sociale, mais plus présente pour le monde de la compète. Et après, je reviendrai à ma vie sociale. C'était combien d'heures concrètement d'entraînement à ce moment-là?
en tout? Entraînement plus cours de danse, ça faisait combien? Je m'en souviens pas, je t'avoue. Je m'en souviens pas, ça faisait beaucoup, effectivement. Ouais. Mais comme ça, j'ai pas... Je peux essayer de te calculer comme ça, mais tu vois, je me souviens même plus combien d'heures de pôle je donnais à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, j'avais quand même déjà des profs qui assuraient aussi des cours, mais moi, je pense que je donnais en tout cas 7 à 8 heures de cours. Ouais. Et 7 à 8 heures de cours où, à l'époque, justement, tu montrais beaucoup. Oui. Ouais. Oui, je montrais beaucoup. Puis même, on pense que c'est pas énorme, 7 à 8 heures de cours, mais c'est déjà pas mal. Oui, surtout à l'école. Oui, puis j'avais beaucoup diminué, hein, parce qu'avant d'avoir mes professeurs, j'étais toute seule dans mon... Et là, tu donnais à fond? Dans mon studio, ouais. Oui, puis en plus, je te dis des bêtises, parce que même mes premières compétitions, j'avais pas de professeur. J'avais juste un professeur pour les enfants, je crois. Ah, les enfants font de la pole? Ouais. Excellent, j'adore. Ouais. À partir de quel âge? Alors, j'ai commencé jeune au départ, on les prenait à partir de 6 ans, puis finalement je suis remontée à 8 ans, puis aujourd'hui je les prends à partir de 10 ans. Ok. Voilà, et aujourd'hui on a créé le cours qui s'appelle Pole Kids, pas Pole Kids, pardon, Air Kids, qui englobe la pole dance, le cerceau aérien et le hamac aérien. Voilà, qui leur permet en fait de voir 3 disciplines, pas qu'une seule, et de pouvoir aussi voir où ils se sentent le plus à l'aise, peut-être pour s'orienter plus tard aussi. Ouais. Et puis, puis pas faire toujours la même chose. Je pense que les enfants, ils ont aussi un besoin de diversité. Puis ils ont un seuil de concentration aussi. Ah, mais c'est super limité. Intéressant. Si on parle un petit peu de tout ce qui va être confiance en soi, etc., quel est ton rapport, toi, avec la confiance en toi? Est-ce que la barre a été une aide pour prendre davantage confiance en toi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, elle m'a aidée à m'accepter comme je suis. Je te parlais au tout début de la gymnastique qui avait développé mes muscles et du coup, j'étais pas à l'aise avec mon corps de femme. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde mes vidéos de pole dance, je vois un ensemble. Je regarde plus forcément mon corps en particulier. Je vois cette connexion avec la barre qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver ça beau, en fait. Donc, du coup, je me dis, c'est joli, même ce que je fais, quoi. Donc, ça a mis du temps? Non, je pense pas que ça ait mis du temps, parce que j'ai pas le souvenir, par exemple, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on publie beaucoup sur les réseaux sociaux, et j'ai pas ce souvenir d'hésiter à publier. Okay. Par contre, effectivement, aujourd'hui, quand je retourne en arrière dans mes vidéos, je dis « Oh, mon Dieu, j'ai osé publier ça !» Mais c'était génial, parce que finalement, à l'époque, j'acceptais aussi comme j'étais, et puis j'étais fière de ce que je faisais. Aujourd'hui, je vois juste que j'ai aussi évolué dans ma pratique, évolué dans mon style, dans ma grâce, dans ce que je dégage. Et voilà, et peut-être que encore des années plus tard, je me dirais la même chose en regardant les vidéos d'aujourd'hui. Et oui, comme tu dis, il y a cette évolution et du coup aussi les figures qui évoluent et qui tendent à être de plus en plus complexes. Et en même temps, j'ai l'impression dans le discours et dans ce qu'on a discuté un peu en off aussi, c'est que maintenant, tu reviens à quelque chose d'un peu plus doux. Oui. Et est-ce que cette douceur, ça veut dire moins d'acrobatie? Totalement. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est avec un passage au sol qui sera plus important, une construction des chorégraphies qui est faite différemment? Oui, alors, comme je te disais, il y avait le côté statique, plus acrobatique, et en même temps, qui nous demandait d'oser faire les choses. Voilà. Et moi, je me souvenais de cette petite appréhension, cette petite peur que ça me mettait en moi, que j'aimais d'ailleurs à l'époque. Et comme je me suis souvent entraînée toute seule, tu vois, je me suis souvent soit ramassé la barre. Oui, j'ai vu des petits fails sur ton Voilà, exactement. C'est très rigolo. Je me suis souvent fait des petits bobos, on va dire. Oui. Voilà, c'était pas des gros bobos, mais voilà, faut quand même oser y aller et se dire je risque de me manger la barre, ou je risque de tomber, ou je risque Et à l'époque, j'avais pas cette peur. Aujourd'hui, il y a peut-être plus cette peur en grandissant, enfin maintenant en vieillissant. Et que il y a déjà cette peur, et puis après, il y a plus cette envie de se faire mal, quoi. Et de chercher peut-être plus de subtilité. Ça veut pas dire que c'était pas subtil avant,
Donc peut-être qu'il y a ce besoin de faire ses preuves au début, de montrer à quel point on peut faire des acrobaties impressionnantes, puis revenir quelque chose à l'essence, à quelque chose de plus doux. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense qu'en plus, en suivant les réseaux sociaux, on voit des figures qui impressionnent. Et à l'époque, il y avait aussi ce challenge de dire, enfin pas de dire, mais de montrer qu'on avait entraîné cette figure et qu'aujourd'hui on y était arrivé. Voilà, ça donne envie aux autres, ça donne l'espoir aux autres. Donc oui, il y a ce côté où on se challenge pour pouvoir montrer qu'on a fait quelque chose de difficile. Ouais. C'est vrai que mon état d'esprit par rapport à ça, il a changé aujourd'hui. Et j'ai plus envie de... Pas de montrer plutôt, déjà je le fais pour moi. Et, de ressentir. De ressentir, voilà. Donc c'est vrai qu'après le spinning, il y a un côté plus doux, mais il y a quand même toujours un petit peu, de temps en temps, cette douleur suivant ce qu'on va faire sur la pole. Donc même aujourd'hui, j'ai un petit peu, levé le pied par rapport à la pole dance en général. Même si aujourd'hui, je continue à donner des cours, donc je dois quand même avoir un entraînement. Mais c'est vrai que le fait de me mettre en petite tenue et de nouveau avoir ces petites douleurs sur la peau à certains endroits me donne moins envie. Donc ça veut dire que le corps finalement ne s'habitue pas tant que ça à la douleur. Il s'habitue si tu gardes une certaine discipline. Ouais. Voilà. Ah ouais. C'est vrai que moi, comme j'ai eu pas mal de choses qui ont bouleversé ma vie ces derniers temps, j'ai dû quand même un petit peu lever le pied et puis j'en faisais de moins en moins. Donc oui, effectivement, il fallait que je me réhabitue à ces douleurs. Ouais. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus envie d'aller dans ce côté danse. Notamment, moi, j'ai repris des cours de danse de mon côté. Et en pôle, j'ai plus envie de créer quelque chose d'artistique, peut-être de raconter une histoire. Tu viens t'inspirer de ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve ça super beau. Ouais. C'est chouette d'avoir ces influences en fait, qui viennent s'imbriquer dans ta propre discipline. Et je vois aussi que tu fais... J'ai vu quelques vidéos où il y a des duos. Oui. Et du coup, tu as la connexion avec la barre, mais tu as aussi la connexion avec ton partenaire. Qu'est-ce que tu aimes dans ces duos ? Comme tu dis, il y a cette fameuse connexion. Je pense qu'aussi, tu dois apprendre à faire confiance en l'autre. Parce que là, du coup, on parlait de la confiance de soi tout à l'heure, mais là, du coup, on n'est plus tout seul. Ouais. Donc aussi, apprendre à faire confiance à l'autre. J'ai pas fait beaucoup de duos. C'est très difficile. Ah ouais. Plus qu'on ne s'en rend... plus que ça ne le paraît. Ouais. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu de la pole ? Oui. Est-ce qu'il y a des compétitions où tu peux danser avec un partenaire ? Tout à fait. Ah ouais ? Tout à fait. Il y a les pôles duo, effectivement, où tu es sur scène et tu proposes ta chorégraphie à deux. Donc il y a souvent une personne qui porte plus que l'autre. Et après, tu peux faire aussi des choses en synchronicité. Voilà. Sur la même barre. Ou après, tout dépend. Je sais qu'il me semble qu'il y a des compétitions où aujourd'hui, des fois, il y a 3 barres. Voilà, donc tu peux choisir de mettre, par exemple, 2 spins et puis une statique. Ouais. Toi, tu dirais que tu es plutôt une technicienne ou une créative ? Ça dépend. Ouais. Ça dépend du mood, peut-être, ou ça dépend du mood. Je pense quand même que j'ai cette âme créative en général. Ouais. Après, je pense que j'ai quand même pas mal de techniques aussi dues à mon passé. Ouais. J'adore enseigner la technique. Mais oui, je pense avoir les deux, en tout cas. Ouais. Et ça va dépendre des moments. En fait, moi, je dis toujours, la créativité, elle n'est pas là à 100%. Tu vois, par exemple, moi, dans mon parcours, j'ai eu besoin aussi de faire une pause. Parce que j'étais épuisée artistiquement parlant, tu vois. Ouais. J'avais besoin de faire une pause créative pour pouvoir de nouveau avoir des idées. Ouais, bien sûr. Tu sais, comme les écrivains ou les chanteurs qui prennent des pauses et c'est nécessaire. En fait, tu peux pas avoir toujours de la créativité non-stop. Exactement. Tu vois, c'est normal. Totalement l'exemple que je donne la plupart du temps avec les écrivains. Qui ont besoin, qui ont la page blanche entre guillemets, et qui ont besoin justement de faire cette pause. De faire le vide. Tout à fait. De partir ou quoi, c'est ce qu'ils veulent, et de revenir ensuite et être
et avoir de l'inspiration. Tout à fait. Et en compétition, par exemple, je le voyais souvent. Des fois, j'avais des vacances qui se calaient. Et j'avais toujours cette peur de me dire, oh là là, je vais partir en vacances, je vais pas pouvoir m'entraîner, je vais tout perdre, tout ça. Et non, au final, ça me faisait un bien fou parce que du coup, je reposais mon corps, je reposais mon esprit et je revenais chargée d'idées, quoi. Totalement. Chargée d'énergie et puis avec des idées. Ouais. Mais ça, au début, c'est difficile de se dire que les pauses sont nécessaires. Ouais. Mais après, quand soit elles s'imposent, soit tu comprends, là, effectivement, c'est hyper bénéfique. Et dans les cours, justement, que tu donnes, qu'est-ce que tu aimes transmettre à tes élèves ? Bien sûr, déjà, j'aime transmettre cette passion. Ouais. Parce que ça a été, en tout cas, une passion pour moi. Je pense que ça l'est toujours. Puis c'est vrai que maintenant... dilué. Ouais. Et puis, on va dire qu'avec l'expérience, j'ai aussi progressé grâce à mes élèves. Donc aujourd'hui, je suis de plus en plus à l'aise avec mon enseignement et je suis de plus en plus aussi minutieuse dans mes explications. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est quand j'ai trouvé des petites failles. Enfin, je sais que des fois, il y a des figures où les élèves, elles ont un souci technique, elles n'arrivent pas à passer ça, tu vois. Et le jour où j'ai réussi à, tu vois... T'as eu le déclic. Le déclic de trouver cette... qu'est-ce qui fait qu'elles n'y arrivent pas, tu vois. Je suis toute contente de l'enseigner, tu vois. Et d'avoir ce petit déclic. Et puis là, elles sont toutes contentes. Oh, mais ça fait des mois que j'arrive pas à le passer, et là, grâce à ça et tout. Et ça, en fait, voilà, ça, c'est une vraie satisfaction pour moi. Avec l'expérience, clairement, on affine effectivement son explication et c'est plus percutant, oui. C'est chouette. Et aujourd'hui, du coup, tu as à cœur de laisser totalement de côté et de revenir de temps en temps, comme tu le disais un petit peu, pour peut-être des remplacements. Comment ça va se passer la suite pour toi ? C'est très difficile encore pour moi de savoir. Je pense pas que je vais lâcher complètement parce que je pense que ça m'appelle encore. J'aime ce que j'ai créé. Je prends quand même du plaisir à pôler. Je prends énormément de plaisir à enseigner. Donc oui, je vais rester en tout cas pour le moment sur des remplacements. Quand je suis appelée pour des workshops, déjà je me vends pas moi pour des workshops, j'attends qu'on m'appelle. Et quand je suis appelée, pour moi c'est un honneur, donc je refuse pas. Voilà, j'y vais. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que je m'entraîne moins qu'avant, mais par contre c'est vrai que j'ai changé mon programme de workshop. La plupart du temps, on nous demande une plaquette où on explique tout ce qu'on peut en fait enseigner, puis elles vont choisir dans la plaquette tout ce qu'on peut enseigner, les programmes qu'elles vont pouvoir proposer lors de ce workshop. Et aujourd'hui, j'ai un peu modifié ça par rapport à mon énergie d'aujourd'hui. Bien sûr, Voilà. Peut-être que tu proposes un programme, un workshop signature, non ? Oui, exactement. Alors, je dis pas signature, moi, parce que finalement, je me suis toujours inspirée des autres. Tu vois, comme dirait, je crois que c'est quoi, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je pense pas qu'on est vraiment créateur de quelque chose, tu vois. Je pense qu'on s'est toujours inspiré des autres. Donc, j'aime pas trop dire signature. Mais, en tout cas, un workshop qui te ressemble. Mais en tout cas, quelque chose qui me ressemble. Et c'est quoi un workshop qui te ressemble ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? Forcément, on a toujours aimé mon côté acrobatique. Donc, j'ai toujours proposé les pole power dans mes workshops. J'adore les chorégraphies en musique. Donc, aujourd'hui, je l'ai appelé pole choré, je crois. Mais à l'époque, je l'avais appelé méligraphie. Voilà, pour donner un petit style. Après, j'aime bien tout ce qui est transition. Voilà, surtout proche du sol, qui va permettre en fait de rajouter aussi un petit peu de fantaisie au combo, aux figures, parce que quand il n'y a que des figures, tu vois, on voit que ce côté technique, mais quand on lit voilà, des entrées un peu originales, des sorties un petit peu originales, qui va permettre voilà, de rajouter un petit peu de fantaisie à ces figures. Ok, donc, intéressant. Et toi qui qui danse beaucoup aujourd'hui la bachata, là, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand tu as dit amener que de la technique, des acrobaties, etc., ça m'a fait penser à ce que j'aime enseigner dans mes cours de bachata en duo. C'est bien beau pour le leader de balancer plein de figures, mais qu'est-ce que c'est appréciable pour nous les follow quand justement il y a de la respiration dans la danse. Et de la respiration, c'est quoi ? C'est mettre un pas de base ou une déclinaison de pas de base, mais pas tout le temps envoyer de la technique. Et finalement, en pole, pour toi, c'est un peu la même chose, amener du liant, amener peut-être de la douceur entre chaque figure technique
pour faire respirer la danse, tout simplement. Exactement. Je te rejoins tout à fait. Et puis, exactement pour la bachata, je ressens exactement la même chose que toi. Ouais. Le côté technique où on te balance plein de figures, c'est... Au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Est-ce que tu as déjà fait de la pole avec justement une musique latino, tu vois? J'ai essayé. J'aimerais bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer à Elisabeth, tu vois, j'avais pensé à toi, justement, je me suis dit que je t'en parlerai à la fin du podcast. Et je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée, mais pour le moment, je ne serais pas capable de le faire seule. Tu vois, je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour créer ça. Trop bien. Mais j'avais essayé à l'époque un pôle tango. Ah ouais? Ouais. Wow. Voilà, alors je danse pas du tout le tango, tu vois, mais tu ça vois demande quelque chose dans la posture. Voilà, dans la posture, c'est très aussi, comment on dit plus saccadé peut-être. Exactement. Ouais. C'est très saccadé, puis voilà, sans même savoir faire le tango, tu vois un petit peu, comme tu dis, l'allure, le petit pas de base. Ah oui, il y a plein de choses à créer, je pense. Tu as une possibilité infinie, quoi. Ouais. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est aussi en faisant des pauses, ça nous permet effectivement d'être plus créatifs et avoir plus d'idées, parce que sinon c'est difficile d'avoir toujours plein d'idées. On arrive sur la fin. Qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui n'a jamais fait de pole, mais qui a plein d'interrogations et qui se dit mais peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que c'est pas accessible? Quel est ton discours par rapport à ça? Alors effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas faites pour la pole parce qu'elles ne se pensent pas assez fortes, pas assez souples. Voilà, c'est plein de préjugés. Pour moi, tant que tu n'as pas des contre-indications médicales, pour moi, c'est ouvert à tout le monde. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, comme dans tout sport, il y a une base. Et en pole dance, on commence par des bases. Bien sûr, Et forcément, ces bases vont te forger, vont te permettre de développer des muscles qui vont te permettre après de progresser et d'avancer. Et oui. Donc au départ, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ce qui est drôle, je le vois souvent, c'est en enterrement de vie de jeune fille. On organise beaucoup d'enterrements de vie de jeunes filles au studio et la plupart du temps, forcément, elles sont là, elles rigolent, elles se disent on va faire... on va déhancher autour de la barre. Enfin voilà, tu vois, elles sont un petit peu quand même ce préjugé au départ. Et après, elles se rendent compte que c'est hyper physique. Et elles se pensaient pas forcément capables de le faire, encore une fois, je le répète. Et finalement, après 1 heure de cours, elles ont quand même réussi pas mal de choses. Et souvent, ça donne des envies à certaines d'aller s'inscrire dans des studios. Génial. Mais c'est vrai que certainement, les personnes qui n'osent pas, c'est parce que finalement, elles voient le résultat. Sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout l'apprentissage, on ne voit pas tout le chemin qui est fait, on voit le résultat final. Et on se dit, mais attends, mais moi, au bout d'1 heure, je serais incapable de faire ça. Mais en fait, qui te dit que c'est au bout d'1 heure aussi qu'elle a réussi à faire cette figure? Peut-être qu'elle a mis 5 cours pour la faire. Donc oui, il faut essayer, mais ça demande, c'est vrai, de sortir de sa zone de confort. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, effectivement, comme tu dis, la plupart du temps, on voit plus le résultat que tout le chemin. Voilà, que le chemin, que tout ce qui a été travaillé avant. Et puis forcément, on ne voit pas forcément sur les réseaux sociaux les figures de base. On voit tout de suite le truc incroyable qui est forcément peut-être accessible au bout de plusieurs cours. Bah oui, et c'est vrai que par exemple, si on compare avec d'autres danses, typiquement en duo, nous on la connaît bien, la bachata ou même la salsa, c'est vrai que rapidement, en quelques cours à peine, on peut prendre plaisir dans une soirée. Toi, tu dirais qu'au bout de combien de temps on peut commencer vraiment à créer une connexion avec la barre et prendre plaisir? Tu vas peut-être me dire que ça dépend de la personne, mais quelqu'un qui n'a jamais fait trop de danse, qui n'a jamais fait trop de sport, elle doit faire preuve de persévérance quand même, ou au bout de quelques cours, elle peut commencer à sentir, à avoir un plaisir? Moi, je pense que c'est déjà dès le premier cours. Parce que justement, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on pense justement que c'est pas du tout accessible, ou on pense qu'on va en tout cas galérer le premier cours, et en fait on se découvre à réussir à faire des choses, et ça nous donne déjà l'envie de revenir, tu vois. Et je pense que, je te dis le premier cours parce que la plupart du temps les filles sont mordues dès le premier cours et veulent s'inscrire. Je pense que si elles avaient été déjà en échec dès le premier cours, elles se seraient dit dans leur tête, c'est pas pour moi. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de pole, pour faire un peu la promotion de la pole,
Est-ce que tu vas venir à un cours initiation ou est-ce que tu arrives dans un cours débutant et dans ces cas-là, dans ce cours débutant, tu as peut-être des filles qui sont bien sûr débutantes mais qui en sont déjà à leur 6e cours. Est-ce que toi, tu arrives à ton premier cours de pole, à un moment donné, tu as la prof qui va venir vers toi pour peut-être te donner des petits tips ou te conseiller une option un peu plus légère, un peu plus facile. Comment ça se passe quand tu arrives vraiment pour la première fois dans un cours de pole? Alors nous, effectivement, on a les cours initiation débutant qui sont réunis. Pourquoi ? Parce qu'on propose un système de cartes de cours. Ouais. C'est pas une inscription à l'année où tu t'inscris de septembre à juin, par exemple. C'est vrai qu'on a des personnes qui ont des plannings très aléatoires, donc ça leur permet de venir quand elles peuvent. Donc c'est pour ça qu'on réunit en fait certains niveaux. Mais comme tu le dis, dans ces cours, finalement, il y a aussi des mélanges de niveaux parce qu'il y a des personnes qui sont toujours en débutant, mais ça fait... elles en sont quand même à leur 5e cours. Alors que peut-être que toi, tu vas arriver, ce sera ton premier cours. Donc, dans ces moments-là, effectivement, la prof va faire des fois des groupes, tu vois, va apprendre des figures à celles qui sont là depuis un petit moment. Et par contre, à celles qui viennent d'arriver, on a quand même des figures de base, des figures d'initiation qui sont pour moi indispensables pour avoir cette notion de plaisir, justement, comme tu disais, et revenir... Oui, parce que pour moi, c'est ces figures les plus accessibles au départ et qui vont te permettre tout de suite de se dire « Oh, super, j'ai réussi à faire quelque chose. » Et est-ce que vous proposez dans ces cas-là aussi peut-être l'option cours privé ? Viens faire un cours privé pour justement que je t'apprenne les bases que tu n'as pas, et c'est normal que tu ne les aies pas par rapport au groupe qui est déjà un groupe avancé, même si c'est un groupe débutant. Alors nous, on n'en fait pas la promotion, mais effectivement, bien sûr, c'est possible et les élèves le demandent d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise quand elles sont mélangées à des personnes qui ont déjà un niveau un tout petit peu plus au-dessus et du coup qui préfèrent revoir des basiques seules en privé pour après être de plus en plus à l'aise et intégrer le cours. Ça va dépendre des personnes. Pareil, nous on crée des cours tout niveau parce que des fois certains horaires on ne peut pas attirer par exemple que des personnes avancées ou que des personnes débutantes, donc c'est pour ça qu'on crée des cours tout niveau où là tous les niveaux sont mélangés. Pour le coup, là, on essaye de dire aux initiations, aux personnes qui viennent pour la première fois de ne pas venir dans ce genre de cours. Mais tu peux très bien retrouver des personnes débutantes comme des personnes avancées. Et certaines personnes, ça va les stimuler de voir des personnes qui sont là depuis un petit moment, qui arrivent des figures un petit peu plus impressionnantes. Donc ça va les stimuler, ça va leur donner l'envie d'avancer. Et d'autres vont plutôt se braquer, peut-être perdre confiance en elles. Donc ces personnes-là, on va plutôt leur dire peut-être essaye de venir dans un cours qui est ton niveau. Tout à fait. Pour pas avoir cette grosse différence. Et oui. Et justement, quelle est la figure pour une personne qui a jamais fait de pole, pour qu'elle prenne plaisir? Comment tu la décris, cette figure-là en question? Et même question pour ta figure que tu préfères. Si tu arrives à la décrire justement à travers le micro. Alors, je pense que pour les débutants, elle sera très facile à décrire, c'est le fireman. Donc, c'est le fameux pompier. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo du pompier qui descend de sa grosse barre. Donc je crois que maintenant... Mais il faut y monter. Ouais, je ne sais pas par où il monte, je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Les danseuses du coup. Alors, alors il faut monter, attention, au début on ne grimpe pas forcément sur la barre. On va justement créer un déséquilibre pour utiliser la force centrifuge et tourner autour de la barre. Voilà, on commence en fait sur une barre statique. Alors là, c'est pareil, je parle de mon expérience, je parle de comment je pratique dans mon studio, mais c'est différent dans les autres studios. Nous, on commence sur la barre statique pour justement apprendre à créer de la rotation autour d'une barre statique. Donc, utiliser la force centrifuge. Donc justement, on crée ce déséquilibre qui va nous permettre finalement d'aller prendre de l'élan et de pouvoir tourner plus ou autour de la barre, le plus longtemps qu'on peut. Voilà. Donc là, du coup, le fireman, je trouve que c'est une figure typiquement débutante parce qu'on a les 2 mains sur la barre et les 2 pieds sur la barre. Voilà, donc c'est rassurant. Oui, tout à fait. Et pour ta figure à toi, celle que tu préfères, si tu en as une que tu adores parmi toutes celles que tu as pu faire? Et ma figure à moi,
Je sais pas si j'ai vraiment des figures que je préfère. Après, j'aime faire certaines transitions. Moi, j'aime être en mouvement sur la barre. Ok. Donc moi, ça va peut-être faire rire certaines élèves qui écouteront ce podcast, mais moi, j'adore, par exemple, elle s'appelle Scorpio Flatline Brass Monkey. C'est toi qui l'as appelée comme ça ou Non, c'est une transition qui passe du Scorpio Flatline. Donc, c'est une figure qui est sur la pôle. Alors, ça va être un peu difficile à décrire. Si tu veux, on est une ligne, flatline, voilà, avec la jambe intérieure accrochée à la barre. Ok. Voilà. Et ensuite, on va se tourner face à la barre pour accrocher l'autre jambe et se retrouver dans la position du brass monkey, donc avec la tête à l'envers, une jambe accrochée sur la barre avec le genou et l'autre jambe en miroir à celle-ci, mais pas accrochée sur la barre. C'est un peu compliqué. Voilà. Et puis du coup, pour le coup, moi, ça va être même Scorpio Flatline, Aisha Split. Parce qu'elle est plus impressionnante. Donc du coup, je vais pas m'arrêter dans le brass monkey, mais je vais aller dans une figure, si tu veux, où j'aurai l'index en bas sur la barre, le coude du haut accroché à la barre, qui tient ma jambe avant du grand écart, et mon grand écart à l'arrière. Wow. Voilà. Impressionnant. J'essaierai de te trouver une vidéo. Ouais, avec plaisir. Pour terminer l'épisode, est-ce que tu as un conseil, une ressource même à partager ? Je sais que tu as même écrit un livre où tu donnes des conseils, si tu veux en parler, ou nous parler de quelque chose d'autre qui t'anime et que tu as envie de partager. Oui, alors effectivement, l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pôle Progress. Ça faisait un moment que ça me tenait à cœur. Et du coup, j'ai sauté le pas pendant les 2 mois d'été, donc juillet-août. Comme j'avais plein de photos déjà de fêtes, j'ai créé un livre qui permet en fait, si tu veux, de voir ta progression, d'évaluer ta progression. Donc elle part du niveau initiation à avancée. Il y a des images pour toutes les figures et il y a des critères de notation que je décris au début du livre et du coup c'est toi qui t'auto-évalue pour savoir un petit peu où t'en es et ce qui va te permettre par la suite de définir ton niveau, de voir le chemin que tu as fait et puis de bien te concentrer. En fait, c'est vrai que des fois en cours, le fait qu'on soit sur un système de carte de cours, des fois, on va voir la figure une fois et on va pas forcément la répéter, tu vois, ou on va la répéter plus tard. Et c'est vrai qu'à la fin des cours, toutes les profs proposent 5 minutes où tu peux un peu répéter des figures, revoir des figures que tu as déjà apprises. Et c'est vrai que d'avoir ce petit bouquin, c'est bien parce que du coup, tu retournes dedans et tu dis « Ah tiens, effectivement, la semaine dernière, j'avais vu cette figure. Pendant ces 5 dernières minutes, je vais essayer de retravailler ma figure. Et à la fin, je me ferai une petite évaluation. » Ça dit beaucoup. Tout ce que tu dis, ça parle beaucoup de ta personnalité en fait. On sent, je sais pas si tout le monde le sentira comme ça, mais à travers cet épisode, on te définit comme quelqu'un de très rigoureuse, tu vois, qui aime la structure, qui aime la technique, même s'il y a cette âme de créative. Mais la rigueur, la discipline, ça fait partie de toi en fait. Oui, je trouve. Oui, je pense. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un... pourtant, à l'école, j'étais pas la plus disciplinée. Mais par la suite, je le suis devenue parce que finalement, j'ai trouvé ma voie aussi. Hein. Ouais. Et je pense que ça reste un sport quand même assez exigeant. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc, je pense que d'avoir une certaine discipline, une certaine structure... C'est essentiel. C'est essentiel. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup Mélie pour cet échange très enrichissant. On a appris plein de choses. Enfin, en tout cas, moi j'ai appris plein de choses et je pense que les auditeurs auront appris aussi plein de choses. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci à toi. C'était très agréable. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.